Voyons tout de suite l'ardoise du sommaire de notre émission de ce soir. Nos mémoires du zinc seront consacrées à Thierry Frémont pour la pièce Thalasso. Dans Décalage, Carl Zero nous parle de Borat, le film de Larry Charles. Eric Brunet, dans notre séquence ping-pong, répondra à une critique de Guy Konopnicki à propos de son livre Être riche, un tabou français. Evelyne Wix nous dira sa passion pour Simone de Beauvoir, tandis que Nathalie Reims nous livrera son journal intime. Enfin, notre performance sera assurée par le comique Max Boublil. Voilà, maintenant que vous connaissez le sommaire de notre émission, rejoignons Thierry Frémont pour ses Mémoires du Zinc. Ce soir, nos Mémoires du Zinc sont consacrées à Thierry Frémont pour la pièce qui joue au Théâtre Hébertot, Thalasso, avec Gérard Darmon. C'est un texte d'Amanda Sterz. Thierry Frémont, bonsoir. Bonsoir. Alors donc, on va dire un petit peu ce que c'est que cette pièce-là, parce que c'est comme son nom l'indique, j'allais dire, ça se passe dans une Thalasso. Il y a Gérard Darmon qui est Aristide, qui est un garçon qui annonce qu'il va mourir et qui semble là comme pour finir sa vie. On verra que c'est pas aussi simple que ça. Vous êtes un psychanalyste qui venait rechercher une femme, en fait. Qui vient rechercher la femme qui était la femme de sa vie, et parce qu'il apprend qu'elle va se marier d'un seul coup, dans un coup de panique, il essaie de venir la rattraper, la recueillir. Mais est-ce que c'est pour l'amour ou pour le fantasme de l'amour, on ne sait pas. Voilà, elle est là. Et puis il y a, de façon très amusante, un couple qui, lui, vient parce qu'il a gagné, il est le couple complémentaire. Voilà, c'est ça. Voilà, mais alors lui, il veut absolument que trop de prestations. Voilà, ils veulent profiter. Ils veulent profiter. Mais, voilà. Et bien évidemment, cette recherche, j'allais dire, du poids est un prétexte pour parler de sujets plus graves comme la mort. Qui est un des c'est la force d'Amanda Sterz, c'est que c'est une comédie, mais qui aborde plein de sujets très importants comme l'amitié, l'amour, la maladie, la mort. Et tout ça avec une langue très acerbe et très acérée, et en tout cas avec beaucoup d'ironie, de tranchant, et qui visiblement fait beaucoup réagir les spectateurs. Alors vous, au théâtre, on vous a vu dans Signé Dumas, dans Doute, c'est-à-dire que cette carrière de théâtre, pour vous, c'est du continu, et vous maniez parallèlement. Oui, j'en ai toujours fait depuis que je fais ce métier. J'ai toujours eu la chance de pouvoir alterner et les projets visuels, que ce soit pour le cinéma, pour la télévision, ou le théâtre. Et en tout cas, je me suis toujours attelé au fait de ne jamais trop lâcher longtemps le théâtre. Alors vous êtes un multidiplômé, vous que l'école a quand même éjecté dans une mauvaise direction. Absolument. On peut dire. On peut dire que c'est l'erreur ou la médiocrité des conseillers d'orientation qui m'ont amené vers mon chemin finalement. Ouais. Bac technique, qu'est-ce que vous envoyez vers quoi? Je faisais un bac, oui, électrotechnique. Électrotechnique, les F quelque chose à l'époque? F3. F3, ouais, voilà, donc vous voyez, j'étais pas du tout dans mon élément, je me suis très vite rendu compte de ça et je souffrais. Et à un moment, je me suis dit en terminale, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? J'ai envie d'être dans la lumière, j'ai envie d'être créatif, j'ai envie de prendre la langue française à bras-le-corps. Qu'est-ce qui me permettrait de faire ça? Et j'ai envie de changer de peau parce que j'étais pas bien dans la mienne. Acteur. Voilà, et puis les récompenses et les diplômes, parce que vous êtes, j'allais dire, multidiplômé vous êtes aussi bien au théâtre, de Molière, vous êtes aussi au cinéma, César, et vous êtes à la télévision. Est-ce que vous êtes d'un milieu modeste? Est-ce que c'est une sorte de revanche ou bien vous n'êtes pas du tout sur ce registre-là? Pas du tout là. Non. Longtemps, ça a été, peut-être au début de ma carrière, j'avais un côté comme ça, ce qui a été un moteur, c'était revanchard sur la vie, de dire attends, la vie a voulu m'imprimer, me mettre dans un moule qui était... parce que quand on est fils de prolétaire, on vous oriente plutôt vers ceci ou cela. Et ça, j'ai eu une revanche par rapport à ça, mais j'ai grandi. Il aurait été dommage pour moi ou un peu pathétique de rester là-dessus. Et j'ai d'autres moteurs maintenant. Oui, et puis il y a eu un beau moteur, c'est votre maman. Parce que je suis aussi dans un milieu où ma maman m'avait dit de théâtre, non, moi aussi j'ai fait un petit bac technique. Ah oui? Ouais, mais vous avez une maman qui a dit. Ma mère, elle était incroyable. Ma mère, qui n'est pas une femme du verbe, qui n'est pas une phraseuse, qui est une femme simple, mais de grand cœur, m'a dit écoute, si tu as une passion, vas-y. Et je veux dire que ça résonne toujours. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le jour où ils m'ont donné César, j'ai donné mes parents parce qu'ils avaient été tellement importants pour moi. Sur une étagère dans un salon, votre César. Bon. C'est notre séquence punching ball, vous frappez. Quel est ce sujet sur lequel vous avez envie de pousser un coup de gueule? Non, mais je réagis comme beaucoup à ce qui se passe par rapport au sans-logis. Je veux dire, quand on se rend compte qu'on est au 21e siècle, on est encore avec des 100 000 personnes
qui sont en quête de logement à Paris et qui nous sont apparus d'une façon très violente l'année dernière grâce à l'initiative des Don Quichotte, qui nous ont sauté à la gueule avec ces tentes à Paris et qui ont concrétisé le malheur et la perdition. Là, il y avait une mise en scène nécessaire. Mais c'était important et d'ailleurs c'est ce qui a marqué les esprits et je pense qu'il est très important à une période où la plupart des gens meurent d'Alzheimer, c'est-à-dire d'une grande vieillesse ou de cholestérol, de se rendre compte qu'il y a aussi des gens qui meurent de faim. C'est aussi une espèce d'ironie de notre société. Est-ce que votre origine sociale vous a particulièrement sensibilisé à ça? C'est-à-dire vous venez d'un milieu, vous avez certainement des amis et vos parents ont des amis qui sont dans des situations... Mais moi j'ai entendu souvent mes parents qui parlaient de leur fin de mois en disant se serrer la ceinture, c'était pas du vent, c'était du vécu. Et par rapport aux sans-abri, vous avez envie de vous engager, vous allez participer, il y a des rassemblements qui se font très régulièrement. J'aimerais avoir le temps et l'occasion, oui, si je peux le faire, mais je suis pas militant, j'en parle simplement avec mon cœur et je pense que c'est pas une question, c'est pas un raisonnement politique. Je veux dire, c'est simplement réagir par rapport à cette détresse qui nous saute à la gueule et je pense le DAL a vraiment quelque chose à faire. Cette interpellation des politiques, vous la sentez nécessaire? Vous vous sentez en position? Elle est nécessaire et elle est surtout encore trop molle. Ouais. C'est ce que dit le DAL, c'est qu'il y a plus de 100 000 logements vides à Paris, pas forcément des logements appartenant à des propriétaires, mais des endroits vides qui pourraient accueillir... Vous êtes pour les réquisitions, par exemple? Pour les endroits qui sont des endroits vides, des espaces qui pourraient accueillir les gens, bien sûr. Pas la réquisition d'appartements, parce que ça, bon... Là, c'est un autre discours, je ne me lancerai pas là-dessus, mais on sait qu'il y a des espaces vides qui permettraient d'accueillir les gens. Ou la réquisition de terrains dans des communes où le quota de logements sociaux n'est pas atteint. C'est une proposition? Sans doute, bien sûr. C'est une proposition que vous soutiendriez? Elle me semble claire et logique. Je crois que ça ferait des ravages dans certaines villes. Sans doute, et qui ferait grincer quelques souliers. Oui, absolument. Alors, coup de sifflet, c'est une séquence qui nous donne l'occasion de revenir sur des critiques qui n'auraient pas été très aimables, on en a tous. Pas trop, hein. Mais moi, je dois dire, je peux pas cracher dans la soupe. J'ai jamais été vraiment écorné par la critique. Ils ont toujours été plutôt... c'est vrai qu'on a eu du mal à trouver, mais vous savez, on cherche et on finit par trouver au moins quelques propos. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde et des projets parfois ne plaisent pas aux gens. Alors j'ai le doute de Chandler, c'est-à-dire cette pièce où vous jouez un prêtre qui est soupçonné de pédophilie. Alors là, je lis ce petit encart, vous me direz, c'est Bruno Bouvet dans La Croix qui dit « Cette exploitation du fait divers dérange, comme si elle se servait qu'à pallier les faiblesses du texte. Le personnage du prêtre manque cruellement de consistance et le suspense sur sa culpabilité, orchestré de façon assez douteuse, tourne court. » Alors je vais répondre en 2 secondes et je vais l'assassiner à mon tour. Hein. Oh non, voilà. Simplement, ça n'engage que lui puisque ce texte a quand même a eu le prix Pulitzer. Ça fait 2 fois seulement dans l'histoire du prix Pulitzer qu'un auteur de théâtre a le prix Pulitzer. Arthur Miller pour Les Sorcières de Salem. John Patrick Cheney pour doute, donc sa critique, je ne sais pas où il en pense ce qu'il veut. Et je pense que s'il a réagi comme ça, c'est parce qu'il écrit dans La Croix et on parlait d'un prêtre pédophile et ce sujet dérange fort ces messieurs dames de La Croix. Comment vous réagissez en général, les critiques? On vous les apporte, vous les lisez Je les lis. Moi, j'arrive. De toute façon, quand on fait un métier artistique, il faut s'attendre à être critiqué. Je veux dire, sinon, il faut rester chez soi et faire du théâtre dans sa chambre de bonne. Hein, je veux dire. Donc, voilà, j'arrive à avoir beaucoup de distance avec ça et je vous dis. Pour l'instant, j'ai jamais été vraiment... j'ai jamais vomi et passé des cauchemars suite à une critique qui m'aurait assassiné personnellement. Ce miroir pour la séquence admiration. Alors qui avez-vous choisi d'admirer, si je puis dire, ce soir? J'ai amené ce support, mais c'est pas de ce support-là en particulier que je voulais parler. Je voulais parler de Patrick Devers, qui est un acteur extraordinaire, magnifique. Série noire, beau film aussi, film de Série noire est un extraordinaire film, un des plus grands films du cinéma français, où il y a en tout cas une performance d'acteur comme il y en a rarement eu. C'est un acteur, moi, qui m'a guidé, mais en tout cas qui m'a ébloui, qui m'a subjugué par son engagement, de film en film, d'une telle sincérité que ce soit dans le drame ou dans même les comédies qu'il a pu faire, une telle sincérité, un tel engagement avec ses personnages, cette façon d'être tout le temps sur le fil. On peut toujours tomber parfois même dans le grotesque, mais non, il est tellement sincère que c'est juste dramatique et tragique. Est-ce que c'est pas parce que ça vous ressemble aussi, cet engagement dans les personnages? Avec Francis Saulme, vous le dites, vous avez été limite quand même avec Francis Saulme, il vous a habité tellement. Oui, en tout cas, c'est vrai que c'est quelqu'un qui me guide.
J'adore ce comédien. Et puis c'est vrai qu'en plus il a quelque chose, une quête d'absolu. Il est comme une rockstar. En plus il est mort jeune. Son destin, comme il dit lui-même dans Préparez vos mouchoirs quand il parle de Mozart. 33 ans, lui il est mort à 35, mais 35 ans, la perte, tu te rends compte de la perte. Ce qui est hallucinant, c'est qu'il est d'une modernité absolue. C'est un acteur presque de notre génération, mais en même temps il est déjà rentré dans le panthéon des... Il est déjà aux côtés des Gabin, Ventura, Bourvil, alors qu'il est arrivé comme bien après. Oui, bien sûr. Mais il est tellement incontournable, indispensable. Voilà. Et des fois vous vous dites, le cinéma français n'aurait pas été pareil s'il était resté en vie. Ouais. Absolument, et même dans Série Noire, la performance qu'il fait dans Série Noire, son engagement, cette façon de... Même je me souviens de cette scène où il met des coups de tête dans le capot, il met des vrais coups de tête. Il y a une forme de folie, jusqu'au boutisme, quelque chose de rock'n'roll que j'adore. Thierry Frémont, vous avez la caméra dans la main, ça veut dire que vous avez décidé de nous emmener dans un événement un peu privé. Alors lequel avez-vous choisi? Moi, il m'est arrivé une anecdote qui peut-être raconte le jusqu'au boutiste que je suis. Parce qu'il m'est arrivé une histoire quand j'avais 14 ans. Je rentrais du lycée et il y avait une longue avenue qui me ramenait chez moi. D'un seul coup, une sirène de pompiers se met à sonner dans la ville, alertant les pompiers qu'il y a un événement. Et j'entends cette sirène comme tout le monde et je continue à marcher. D'un seul coup, j'entends une voiture de pompiers qui s'approche. Moi, j'étais sur une grande avenue qui s'approche par une rue perpendiculaire qui est sur ma gauche. J'entends cette voiture de pompiers arriver à fond les ballons, qui se rapprochaient de plus en plus vite et qui déboule dans l'avenue dans laquelle j'étais en train de marcher et qui, visiblement, déboule beaucoup trop vite. La voiture de pompiers, une voiture qui est censée sauver les gens. Hein. Donc, et qui rate complètement son virage et qui, d'un seul coup, arrive dans l'avenue et en totale perdition. Et donc, je suis comme dans un ralenti. Je dis, il est en train de se foirer et j'ai l'impression qu'il me vient droit dessus. Et c'est pas possible, il veut me... Mais oui, et tout ça se passe en 4 secondes, et je le vois arriver pleine vitesse sur moi. Et donc j'étais contre un mur, et cette voiture de pompier est arrivée droit sur moi. J'ai eu le réflexe de sauter en l'air. Il s'est encastré dans le mur, je suis retombé sur le capot. C'est-à-dire que si j'avais pas sauté, je ne serais plus là. Et donc, je me suis rendu compte déjà à 14 ans que la vie pouvait s'arrêter comme ça. Ça m'a traumatisé pendant une semaine en me disant, mais voilà, j'aurais pu mourir. Et d'un seul coup, voilà, et ça aussi d'un seul coup complètement arrêté sur l'ironie du sort. Enfin, dire, cette voiture qui est censée sauver les gens aurait pu être mon exterminateur. Et raconte peut-être pourquoi cette façon que j'ai, en tout cas de m'engager absolument dans tout, à fond dans mes projets, parce que je sais que ça peut... Ou dans votre carrière, parce que quand vous avez choisi de faire du théâtre, quand vous êtes aperçu qu'on s'était fourvoyé pour vous? J'y suis allé à fond, et déterminé et convaincu que j'allais faire mon trou. Mais est-ce qu'on ne laisse pas un peu de sa vie privée sur le chemin, dans ces cas-là, quand on est aussi jusqu'au boutiste que vous? Il est vrai que mon métier est une maîtresse importante. Et exigeante. Et que parfois, ma vie privée peut en prendre un coup. C'est quand je suis engagé dans un projet qui m'amène vraiment à muter, comme ça m'est déjà arrivé quelques fois, malheureusement c'est difficile à vivre une vie sociale absolument normale. Et vous choisissez le travail. Quand il y a cette alternative, vous choisissez le travail. J'espère que mon entourage, en ce qu'elle comprend. Alors parfois ils comprennent, parfois ils ne comprennent pas. Ça peut être facile tout de même. Non, c'est pas facile. Ouais. C'est une passion. Je suis conscient que j'ai une passion. Je remercie le ciel de tous les jours d'en avoir une. D'ailleurs, j'oublie pas la phrase de ma mère. T'as une passion, vas-y. Je suis conscient que j'ai une passion, que cette passion m'amène que j'en vis. Je suis reconnaissant de ça et je ne peux pas l'oublier. On vous est reconnaissant de votre passion, parce que quand on vous voit sur scène, nous, très égoïstement, on en profite, si je puis dire. Donc on parlait avec vous, Thierry Frémont de Thalasso, cette pièce d'Amanda Sterz que vous jouez au théâtre Héberto, mise en scène de Stéphane Garantillier. En tout cas, Thierry Frémont, je me permets de vous serrer la main parce que j'étais très heureux de vous rencontrer. Merci beaucoup. À vous. Dans notre séquence décalage, Karl Zéro nous parle du film Borat. Karl Zéro, Borat Zéro. Match nul. Difficile de départager le vrai journaliste et le faux reporter. Entre 1996 et 2006, Karl Zéro anime sur Canal+, le vrai journal. 10 ans d'actualité sans langue de bois qui bouscule la façon de traiter la politique à la télévision. L'émission sera arrêtée, victime de sa liberté de ton, comme on dit.
Il sévit actuellement sur 13e rue dans L'effet Karl Zero, un programme sur l'actualité brûlante. Dans ce décalage, Karl Zero nous parle de Borat, le film de Larry Charles interprété par l'incroyable Sacha Baron Cohen, qui sort en vidéo chez Fox Pathé Europa. Borat, ce sont les aventures déjantées et décalées d'un reporter kazakh immergé dans l'Amérique profonde. Un film réjouissant qui nous montre que la fausse candeur est une arme de destruction massive. Je m'appelle Marc Tellen, mais je suis plus connu sous le nom, l'étiquette et le personnage finalement qui est comme une sorte de personnage de bande dessinée de Karl Zero. Est-ce que je suis plus heureux quand je suis Marc Tellen ou quand je suis Karl Zero? Est-ce que Sacha Baron Cohen préfère être Sacha Baron Cohen ou être Borat? Il y a une forme de schizophrénie, mais douce, hein, je rassure les téléspectateurs, à vouloir absolument être quelque chose d'autre que ce qu'on est réellement. Borat, un film qui est sorti en 2006, starring Sacha Baron Cohen. Mon nom Borat, j'aime vous, j'aime sexe. C'est nice. Donc il est un Kazakh, un journaliste kazakh assez improbable, qui décide de partir à la conquête des États-Unis. Le ministère de l'Information décide d'envoyer moi dans les USA, plus grande nation dans le monde, pour apprendre des leçons pour Kazakhstan. Borat, c'est l'histoire d'un pauvre demeuré, en réalité, qui n'est pas habitué au monde globalisé, au monde efficace, au monde des réussisseurs de l'Amérique, qui va essayer de déployer des trésors de gentillesse pour se faire accepter, mais qui sont évidemment les us et coutumes de son pays à lui. Bonjour, mon nom Borat. Je suis pas américain, j'arrive aujourd'hui, enchanté de vous connaître. Enchanté de vous connaître. Il y a des gens, je les regarde et je me dis, c'est une cochonnerie de musulman, quel genre de bombe il a été planqué sous ses habits. Si ça se trouve, vous n'êtes pas musulman, c'est même pas votre religion. Moi, je suis kazakh. Un autre aspect du film, c'est la dénonciation par Sacha Baron Cohen du puritanisme américain, de ce côté droite morale, droite chrétienne et droite bouchiste en un mot. Salut chérie. Oui. Je suis Lunel. Oh, hello. Oui, Sarah, enchantée. je te veux connaître. Oh, voici mon ami Lunel. Bonsoir. Je crois qu'il est vraiment tard et qu'il est largement temps de vous dire bonsoir et de mettre un terme à cette soirée et à tout cela. Il va aller scolter avec eux, mais en vrai, et il va aller prononcer un discours dans un rodéo. Et là, il en fait trop. Il décide de chanter l'hymne américain, mais avec des nouvelles paroles. Kazakhstan est la plus grande nation dans le monde. Les autres nations sont menées par des chochottes. Et là, Kazakhstan. les gens, même les rednecks qui sont pourtant bas du front, commencent à comprendre qu'il est en train de déconner totalement. Ils finissent par le lourder, il est obligé de se barrer en courant. C'est une des scènes, c'est un des climax du film, quoi. Et évidemment, là, ça m'interpelle sur mon propre boulot actuel, qui est de préparer un film sur Bush, qui s'appelle Bing W, qui sortira à l'automne prochain. C'est un Borat, mais qui est devenu président des États-Unis, George Bush. Ça va. Quand je suis dans mon auto, ça va. Ça va. Quand je suis dans mon véhicule. Le fil rouge, le MacGuffin, comme on dit scénaristiquement, c'est Pamela Anderson. C'est cette quête du Graal, Pamela, avec ses gros seins. Il la voit à la télé, il tombe immédiatement amoureux d'elle. Ceci ne ressemble à aucune femme kazakh que je connais. Elle a cheveux en or, ses dents comme perles blanches et son trou de cul comme enfant de 7 ans. Et il décide de changer complètement son plan. Il va plus à New York, il va aller trouver Pamela en Californie. Donc ça fait une sorte de road movie. Et il traverse avec son gros producteur pour trouver Pamela. Et finalement, il finit par tomber sur elle. C'est une signature dédicace de bouquin. Pamela, veux-tu m'épouser? Hein? Non, merci. Consentement pas nécessaire. Personnellement, j'ai rencontré Pamela Anderson. Je l'ai interviewée une fois. C'est vrai que c'est une très belle femme. Ma femme, elle fait ce fromage. C'est gentil. Elle a fait fromage avec un bon lait de son sein.
La petite histoire veut qu'il soit fait arrêter 91 fois pendant le tournage du film par la police aux États-Unis. Et c'est vrai que la police aux États-Unis, ils ne rigolent pas, mais alors vraiment pas du tout. Quand j'ai commencé à faire le vrai journal, je me retrouvais d'un coup confronté au monde politique. Le simple fait de tutoyer ces gens-là, c'était une façon d'être une sorte de Kazakh, moi aussi. Une des techniques utilisées par Baron Cohen dans ce film consiste en fait à aller voir quelqu'un, à lui raconter une énorme connerie, et on va rire non seulement de l'énorme connerie qu'il raconte, mais on va surtout rire de la réaction de l'autre. Qui est cette dame que tu as rétrécie? Elle habitait dans cette maison où tu as mis ton campement? Il y en a plusieurs autres, des poupées. N'essaie pas de me rétrécir, Gitane. Je suis sérieuse. C'est une technique que j'ai, je l'avoue, assez souvent utilisée. Je suis à une interview de Jean Tibéry. Et je lui dis, vous avez à Paris, personnellement, avec votre femme Xavier, vous possédez un 2 pièces, un 3 pièces et un 5 pièces. La question, c'est donc, qu'est-ce que vous avez contre les 4 pièces? Et là, ce qui est drôle, c'est sa gueule. Voilà, donc c'est un peu le même genre de travail, on va dire. Donc certaines scènes sont des caméras cachées ou des caméras visibles, mais qui sont expliquées par le fait qu'il est un journaliste kazakh. Et ils vont piéger d'une certaine façon des gens. Donc c'est une espèce de Jean-Yves Lafesse surdimensionné. Ah, désolé, attends. Et surtout, ce qui est bien dans ce film, c'est que c'est pas un film politiquement correct. C'est ma grande sœur. Elle est 4e prix prostitution dans tout le Kazakhstan. Je pense qu'en France, un jeune producteur qui voudrait essayer de monter ça se heurterait à des portes fermées. Il faut avoir le mec du talent de Sacha Baron Cohen pour arriver à faire un film comme ça. Dans notre séquence ping-pong ce soir, je reçois Éric Brunet pour son livre « Être riche, un tabou français » paru chez Albin Michel. Il va répondre à une critique de Guy Konopnicki de Marianne. Éric Brunet, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant qu'on s'occupe de la critique de Konopnicki, je vais vous faire un petit quiz, un petit test à propos de citations qui sont dans votre livre. Vous allez me dire de qui c'est. Et je demande à tout le monde d'écouter. C'est un jeu pour tout le monde. L'euro a été inventé pour rendre le salaire des riches 6 fois moins indécent. Ça, c'est très drôle, c'est Bec BD qui a écrit ça. C'est Bec BD dans 99 francs. Une qui est moins drôle, mais enfin intéressante, surtout le personnage. La droite a touché le fond de la piscine, maintenant elle creuse. Ah oui, c'est Santini, André Santini, sur le problème de l'argent, justement. Oui, qui a été mis en examen. Oui, c'est vrai. Bah oui. L'argent est préférable à la pauvreté, ne serait-ce que pour des questions financières. Qui dit ça? Alors, qui dit ça? C'est Woody Allen. Bah oui, Woody Allen, bien sûr. On sent le talent. Hein. Bon. Voilà, alors donc venons un peu à ce être riche, un tabou français. Alors on a l'impression que vous creusez un filon parce qu'il y a eu être de droite, un tabou français. Est-ce que c'est le début d'une collection? Non, je vais m'arrêter là, mais c'est vrai, pour moi, c'est moi qui suis un type qui a un peu le cœur à droite et qui suis libéral, c'est les deux grands verrous que j'avais envie de faire sauter. Comment on a le cœur un petit peu à droite? Vous l'avez beaucoup à droite, non, je suis un peu libéral, mais c'est vrai que dans un monde où toute l'intelligentsia, tout le monde de l'édition, de la culture, etc., est plutôt à gauche, c'est vrai qu'on ça peut Vous y a les rebellocrates. Oui. Bon, écoutez, on va écouter ce que dit bien sûr Guy Konopnicki, dont vous imaginez bien qu'il n'est pas d'accord avec vous, pas parce qu'il est avec Marianne, mais parce qu'il a quand même tout un passé de militant et une pensée. Donc écoutons Guy Konopnicki sur le sujet. On y va. Éric Brunet, vous pensez qu'être riche, c'est toujours un tabou français. Et vous cherchez les origines du tabou. Alors on va commencer par les plus récentes. Vous dites, voilà, il y a cette phrase du général de Gaulle qui est en exergue de votre livre et qu'on retrouve à l'intérieur du texte. Oui, de Gaulle dit en 1944, l'ennemi de la France, mon ennemi, l'adversaire plus exactement, ça a toujours été l'argent. Oui, c'est vrai, mais de Gaulle dit ça. Mais vous pensez pas qu'il a quand même des raisons de dire ça, non? Est-ce qu'il a vu arriver la France de l'argent à Londres? Ils sont jamais venus. Et puis l'argent, c'est aussi la France qui jette dans le marché noir au lieu de résister. Cette partie de la France qui est d'abord l'argent. D'accord ou pas d'accord? Alors, bon, bien évidemment, De Gaulle, c'est un personnage transversal qui transgresse les schémas gauche-droite, etc. Et il plaît aux gens de gauche, De Gaulle, il plaît aux gens de gauche. C'est le personnage politique préféré des Français. Tout à fait. Et c'est ce qu'aime Konopnicki chez lui. C'est cet homme austère et il est séduit par ça. Bravo.
Une analyse plus fine nous montre De Gaulle sur la fin de sa présidence, en 67, 68, 69, très soucieux de faire évoluer la France, de la sortir de l'économie planifiée. De Gaulle, il dit, plus de 30% des prélèvements, ça devient insupportable. La personnalité de Gaulle aurait évolué, j'imagine, vers une culture plus libérale et plus ouverte vers l'économie de marché. J'en suis convaincu. Alors là, bien évidemment, il a beau jeu, Konopnicki, de dire « Tiens, toi, t'as vu, toi qui es de droite, toi qui es libéral, regarde ton icône, De Gaulle lui-même. Ouais, » Mais non, il n'empêche que De Gaulle tombe sur des projets plus progressistes qui sont l'intéressement, et quand Pompidou arrive après, il balaye tout ça. Pompidou est plus à droite que De Gaulle. J'aime vous l'entendre dire. Moi, j'aime beaucoup Pompidou, l'homme qui amène le design à l'Élysée. C'est un vrai président moderne. La deuxième chose, vous parlez de Zola, vous dites qu'à l'école, on vous a fait lire Zola et pas Balzac. Mais surtout, manifestement, on a oublié de vous faire lire Pascal. Parce qu'enfin, qu'est-ce que les provinciales? Qu'est-ce que Port-Royal? Qu'est-ce que le jansénisme? Qu'est-ce que le christianisme? Alors, ce tabou de la richesse, il vient de l'histoire chrétienne de la France. Et est-ce que, en touchant à... C'est fabuleux de voir les intellos de gauche, les Mao, les Trotsko, les anciens Coco, tous les intellos de gauche qui soudainement, en 2007, tombent amoureux de la religion catholique. On dit « Ah, quelle austérité, quelle relation distanciée avec l'argent, ah, épatant !» C'est quand même guignolesque, c'est épouvantable. L'histoire de ce pays par rapport au problème de la richesse et de l'argent, à mon avis, elle est assez simple à décrypter. Il y a la tradition chrétienne, catholique, il y a le bon vieux socle rousseauiste, hein, où bon... Saint-Augustin, l'argent ne doit pas faire de petits. Voilà. Et puis il y a 45, ces communistes, puis plus tard, après 68, les Mao, qui vont s'installer douillettement dans les petits chaussons laissés vacants de la tradition catholique. Et là, eh ben, comme les cathos, ces cocos, ils vont simplement dire « Oh, ben, l'argent c'est nauséabond, ça pue, ah, l'argent roi, le libéralisme, l'exemple américain, quelle horreur, etc. » Donc il y a la même distance nauséabonde avec l'argent chez ces gens-là. On a un problème parce qu'intellectuellement, on n'arrive pas à considérer que l'argent peut être vertueux. Écoutons. On ne touche pas tout simplement au christianisme, voire même au judéo-christianisme d'ailleurs. Est-ce qu'il faut aller au culte du veau d'or? Je ne milite pas pour cette idée-là. Je dis simplement que c'est un gigantesque tabou, c'est tout. Alors il a beau jeu, Konop, d'arriver, de me pointer du doigt et de dire « Regardez, c'est le culte du veau d'or ». Non, c'est pas le culte du veau d'or. C'est encore une fois faire sauter un verrou qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes malade. Un verrou mental, vous voulez dire? Un verrou mental. Nous sommes l'homme malade de l'Europe. La France ne doit pas être au G8. On n'a pas notre place. Il faut bien nous imaginer qu'on vit sur un train de vie démesuré qui n'est pas du tout à l'image de ce que nous sommes. La France est un petit pays. J'aime cette phrase de Céline. C'est les Deux-Sèvres. La France, c'est les Deux-Sèvres. Mais bien sûr, la France, c'est les Deux-Sèvres. Encore plus aujourd'hui qu'à l'époque de Céline. Ouais. Donc, le culte du veau d'or, on l'a pas, mais ça serait bien qu'on l'ait un tout petit peu plus. Oui, mais entre je veux dire, les Deux-Sèvres et le petit village planétaire qu'on nous promet, est-ce qu'on n'est pas bien dans les Deux-Sèvres? Si, on est pas mal dans les Deux-Sèvres, mais il faut sortir des Deux-Sèvres, il faut sortir de cet enfermement nostalgique, moisi, poujado, péténiste. J'aime pas ça. Moi, j'aime le monde, j'aime embrasser le monde, j'aime Internet, j'aime la modernité. Et je crois que finalement, le monde, il est libéral. Et donc, au bout d'un moment, il va falloir qu'on... En tout cas, il est libéral de fait, qu'on le veuille ou pas. Bon, Konop. Le tabou, il a sauté. Le tabou, il a sauté en haut de la société. C'est-à-dire que le tabou de la richesse faisait que quand on était riche, on se sentait obligé d'entreprendre. Alors ça, c'est le libéralisme. Et là-dedans, ça existe parce qu'il y a un tabou de l'argent. Pas un tabou de la marchandise, mais un tabou de l'argent. À partir du moment où ça saute, on est dirigeant de société et on peut spéculer contre sa propre entreprise. Et en bas de la société, ce tabou de la richesse qui a sauté, c'est les gamins à l'école arborant les marques. Et pour ça, eh ben, le héros de la cité, ça va être celui qui a réussi dans la richesse, c'est-à-dire le caïd, c'est-à-dire le dealer en chef. Bon, c'est vrai ou pas ça? Il a son analyse. Imaginez, c'est-à-dire que Konop, il est en train de dire que c'est pas bien de parler d'argent parce qu'il va y avoir dans les cités des caïds qui vont arborer des marques. C'est ridicule. Franchement, c'est une argutie de dame pipi. C'est ridicule, il faut en finir avec ça. Bon, alors, j'écoute vos arguments. Quand Guy Konopnicki dit qu'il y a des propres dirigeants qui jouent contre leur entreprise, c'est vrai, on le constate. Et les gens, ça peut les choquer, ça.
Il n'y a pas d'éthique ou de morale là-dedans. J'entends bien, mais lorsqu'il y a un accident de voiture, vous supprimez pas toutes les voitures en France. Il y a des pourris dans le monde de l'entreprise, c'est évident. Il faut les sanctionner davantage que nous ne le faisons. Voilà. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, mais vous êtes d'accord qu'il n'y a pas une sanction. Vu de l'extérieur, vu de la part du citoyen, on n'a pas le sentiment que le crime financier soit traité à égalité du crime de sang. Parce qu'on est un pays immature qui a une relation pathologique avec l'argent. C'est toujours la même raison. Chez les anglo-saxons, ça va très vite. L'autre jour, j'étais à une réunion où il y avait des journalistes économiques et il y avait un journaliste, alors là, de Suède, qui disait chez nous, il n'y aurait pas un de vos hommes politiques qui serait président d'un club de ping-pong. C'est-à-dire que dans le monde anglo-saxon, dans le monde scandinave, on a la mémoire des choses et on sanctionne les politiques qui prennent dans la caisse ou les industriels qui prennent dans la caisse. Vous êtes pour l'inéligibilité, c'est-à-dire quand on a été condamné, on devient inéligible. Et bien évidemment, un système libéral, il est valable qu'à partir du moment où il est cloisonné ou en tout cas borduré par des systèmes réglementaires très forts, comme aux États-Unis. Comme aux États-Unis. C'est pas le cas chez nous, donc on comprend que les gens soient un petit peu quand même surpris de voir ces différences de traitement, non? Mais oui, parce que chez nous, l'argent, c'est toujours la même chose, est tabou. Mais je crois qu'on va continuer, mais je crois que tout le monde a compris que il faut gagner de l'argent pour pouvoir le répartir. Vous êtes sûr que tout le monde a compris? Oui, je crois tout de même. Je ne pense pas qu'il faille considérer que les Français ne comprennent pas ça, mais justement, c'est la répartition qui pêche. Et qui provoque des désordres dans l'économie. Et parce qu'en bas, les gamins ne rêvent que de la richesse et se jettent dans les pires comportements et dans la délinquance. Voilà, ben c'est toujours la même chose. Là, on est dans quelque chose de très fort, c'est l'argent valeur. Hein. Les gamins ne rêvent que de la richesse et deviennent des délinquants, c'est ce qu'il dit en substance. C'est-à-dire que bon, ben voilà, on est vraiment dans cette association qui devient encore fatigante entre la richesse, l'argent et puis les comportements délinquants des jeunes gens. Oui, je comprends ce que vous dites, mais ce que dit Konopnicki, c'est qu'effectivement, il y a une génération qui veut l'argent et devient désirante, tellement désirante qu'elle cultive des frustrations parce qu'elle va s'apercevoir à un moment ou à un autre qu'il faut le gagner, l'argent. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, je ne sais pas si vous êtes entouré d'adolescents, que c'est d'abord la consommation avant le travail? Mais l'argent et la richesse n'excluent pas la morale, le civisme, la citoyenneté. Mais j'ai la conviction, dans un univers qui devient de plus en plus mouvant, où on voit des apprentis sorciers et des idéologues de mauvais aloi débarquer un peu partout, je pense que l'économie de marché, maîtrisée comme projet familial, c'est pas un truc si pourri que ça. Hein. Oui, d'accord, mais Éric Brunet, juste pour revenir une dernière fois sur des éléments d'actualité, admettez que tout un chacun s'étonne quand on trouve des millions de francs dans des coffres d'une association syndicale patronale. Les gens sont quand même un petit peu étonnés quand on a du mal à finir ses fins de mois, quand bon, admettez quand même qu'il y a là de quoi avoir sur l'argent un regard au moins interrogatif. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est le grand hiatus français, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une vision plus moderne de l'économie de marché, etc. Et à côté de ça, il y a une quantité considérable de gens qui sont dans la souffrance, et on parle souvent des SDF, etc. Mais il y a aussi en France un réservoir de smicards qui est gigantesque, le salaire minimum. Dans tous les pays d'Europe, c'est 2 ou 3% des salariés. Chez nous, c'est un salarié sur 5. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette relative pauvreté-là. C'est-à-dire qu'on est dans une situation économique, encore une fois, et je ne suis pas économiste, qui fait que mon discours peut paraître extrêmement curieux, parce qu'il y a ce décalage permanent entre le retour des riches pour lesquels je milite, et puis à côté de ça, une pauvreté qui est là, qui est bien réelle, qui s'enracine. Alors, j'ai commencé par une citation, alors je vais vous en livrer une dernière. Quelqu'un disait, il y a les petits mensonges, les grands mensonges et la statistique. Éric Brunet, je vous remercie. On parlait de votre livre « Être riche, un tabou français » de Éric Brunet, paru chez Albin Michel. Puis vous poserez la question, alors, est-ce que je veux être riche à ce prix-là? Merci. Evelyne Bouix est la femme rompue. La femme rompue au théâtre de l'Atelier où elle joue la pièce de Simone de Beauvoir, mise en scène par Steve Suissa. L'histoire d'une femme qui se sait responsable de la mort de sa fille et se sent condamnée par les autres. Alors, elle se débat désespérément. Evelyne Bouix a investi dans ce rôle toute l'humilité et la détermination
dont elle fait preuve dans ses choix professionnels et sa vie privée. Simone de Beauvoir est une des grandes figures de cette détermination à changer la condition des femmes dans notre société, par la plume et l'engagement militant, notamment pour la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. C'était il y a plus de 30 ans. Mais qui peut dire que les écrits et l'action de Simone de Beauvoir ne sont pas encore d'aujourd'hui? Evelyne Briggs. Alors, moi, je vais vous parler de ma Simone de Beauvoir. En fait, Steve Suissa, le metteur en scène, m'a proposé, il me dit, est-ce que tu veux faire un monologue? Et je dis un monologue, ça me fait un peu peur quand même. Et il me dit de Simone de Beauvoir. Et je lui dis de Simone de Beauvoir. Et je lui dis avec plaisir, Simone de Beauvoir, je t'ai flattée. Ça me parlait beaucoup. Et donc j'ai lu ce monologue. Et je pense, si je n'avais pas su que c'était Simone de Beauvoir, j'aurais jamais cru que c'était un texte d'elle. Donc j'ai été assez... cette violence, cette force, cette descente aux enfers et tout. Et ça m'a interpellée. J'ai trouvé ça en même temps puissant, dur et surtout d'une modernité, mais incroyable. Parce que ça avait été écrit, elle avait 60 ans, ça avait été écrit... 67-68. Voilà. Et ce texte est venu, en fait, après le deuxième sexe. Elle a eu beaucoup de courriers de lectrices qui lui ont fait part de leur vie, de leur conjugalité, de leur sexualité, de la vie qu'elle menait avec leurs époux. Et Simone de Beauvoir s'est rendue compte que les choses n'avaient pas changé. Malgré le féminisme, les choses ne se débloquaient pas. Donc elle a tenu compte de tout ce courrier de femmes et elle en a fait un personnage extrême qui est le rôle que j'interprète, qui est Muriel, qui est cette femme qui est sous dépendance conjugale, sous influence conjugale, et qui correspond à des codes, c'est-à-dire des codes du désir de coller le mari, les enfants, l'argent, la bonne société, la respectabilité. Et donc si on lit comme ça un texte de Beauvoir, on se dit mais c'est le contraire de ce qu'elle nous dit. Et c'est pas le contraire, justement. Elle nous dit si on n'a pas de réflexion, si on n'a pas d'éducation, si on n'éduque pas les femmes, si on les fait pas réfléchir, si vraiment elles deviennent des potiches, voilà ce qu'elles deviennent. Et donc je pense que c'est pour ça que cette femme était engagée politiquement, parce qu'elle était marxiste. Elle pensait qu'avec le marxisme, les femmes et les hommes seraient sur le pied d'égalité et que les femmes dans la vie aussi auraient au foyer. Elle pensait que le travail était la seule issue possible de l'insoumission, quoi. On ne naît pas femme, on le devient. On le devient. Et elle a raison, mais pas que. Elle a raison surtout. On ne naît rien, on devient tout. Il faut être opiniâtre, se battre, avoir une volonté féroce de tout. Et elle était dans le combat pour les autres, ce qui était vraiment beau. Et elle était dans l'amour, parce que l'amour qu'elle a vécu avec Sartre, qui était une passion, ils se sont rencontrés très très tôt, ils ne se sont jamais séparés, même si elle a eu d'autres amants, d'autres amantes. Oui, je veux dire, c'était... Elle a eu des relations. Elle a même été exclue d'éducation nationale à cause de ça. Je sais. Mais bon, elle a assumé, elle a regardé devant, puis elle a été plastiquée avec le FLN par rapport à la guerre d'Algérie. Elle a pris des positions très fortes, elle était contre les tortures. Elle a pris après avec Gisèle Halimi pour l'avortement. Elle a été... Elle s'est battue, alors elle s'est trompée sûrement sur des choses, mais elle avait un engagement irréprochable, quoi. Elle était pour les communautés, c'est-à-dire qu'elle voulait pas que elle pensait que les enfants c'était pas bien pour les femmes, que les enfants devaient être élevés en communauté, que c'était bon. Elle était très très avant-gardiste dans ses propos et on lui a reproché souvent d'être parler des bourgeoises et pas des gens dans les usines, mais elle allait les voir et elle disait qu'il valait mieux travailler à la chaîne et faire des choses, mais avoir son identité propre. Mais est-ce qu'on n'a pas peur quand on voit cette pièce que les gens pensent qu'on n'est pas en face d'une démonstration de féminisme, mais qu'on est en face d'une névrose ou d'une paranoïa ou comme vous le dites, d'une descente aux enfers d'un individu, mais que ça ne peut pas être généralisé. Non, elle a pris un cas extrême. Hein. Simplement, la solitude, l'échec, l'abandon, ça fait peur à tout le monde. Ça parle de l'humain. Cette femme souffre d'abandon, de l'échec et de l'humain. Et puis en même temps, bon, elle dit des mots assez crus. Elle parle un peu de cul, parce qu'elle est un peu avec complaisance même, parce que ça la libère de parler de ça. C'est une époque, on ne sait pas si elle a été brimée par sa mère. C'est une enfant blessée, cette femme. C'est une enfant blessée et elle a été maltraitée, regardée par son père, qui malheureusement est mort, et sa mère l'a abandonnée. Et donc c'est tout un
C'est tout un truc dont on parle beaucoup sur les enfants, sur l'abandon des enfants. Ça va beaucoup plus loin que ça parle de vraiment beaucoup de choses, quoi. Alors, donc vous donnez rendez-vous à tout le monde au théâtre de l'Atelier pour voir La Femme rompue et déjà peut-être entrer dans l'univers de Simone de Beauvoir. Ça donner envie d'aller lire d'autres choses et d'approfondir. Merci Evelyne. Journal intime d'un journal intime. C'est ce que nous propose Nathalie Reims ce soir dans cet univers si singulier qui est le sien, habité d'un mélange troublant de mystère, d'abandon et d'amour complexe sans avenir. Un univers dans lequel baigne son dernier roman, Journal intime, paru aux éditions Léo Cher, où elle raconte la passion de son héroïne pour un homme marié, une relation impossible, promise à l'échec, dont elle tente d'entretenir la flamme par l'écriture. Mais qui écrit vraiment ce journal intime? L'héroïne ou Nathalie Reims? Peu importe, tant ce roman est tissé de façon indémêlable de fiction et d'autobiographie. Dans ce journal intime, Nathalie Reims se confie au milieu de ces figures qui l'accompagnent, son père et son frère disparus et sa sœur, dont les photos fixent si bien l'absence. C'est drôle, mais quand je lis, en fait, c'est exactement comme quand j'écris. Ce qui prime chez moi, mais ça prime dans les rapports avec les gens aussi, ça prime dans tout, c'est l'émotion. Lire Racine, ça me fait vraiment pleurer, quoi. Mais vraiment, ça m'émeut tellement. C'est tellement fort, c'est tellement beau ce qu'on est capable de fabriquer avec des mots. Comment est-ce qu'on peut donner autant d'émotions dans l'écriture? C'est ce qui vraiment m'obsède en écrivant aussi. Alors c'est peut-être pour ça qu'il m'arrive souvent aussi de pleurer quand j'écris, parce que les choses sortent et viennent. C'est important l'émotion, je crois. Enfin, ça, on pleure. Ont-ils oublié leurs promesses? Au moindre rire, au moindre geste, les grands amours n'ont plus d'adresse. Alors on est ici dans la pièce où j'ai écrit depuis le premier livre de l'un pour l'autre à Journal intime, toujours avec les mêmes feutres. C'est cette table sur laquelle j'écris, qui est la table qui était en fait le bureau d'avocat de mon frère. Mon frère s'appelait Louis. La disparition de mon frère, c'est quelque chose qui m'a... je pense qu'il a dévasté ma vie, quoi, d'une certaine façon. On avait 4 ans de différence d'âge, il est tombé malade, il avait 20 ans, il est mort à 33 ans. Il était très beau, très brillant, il était avocat, il avait été premier secrétaire de la conférence du stage, il avait, lui, un destin, alors qu'il semblait tout tracé. Et puis, en un an, il a eu une rechute à 32 ans, il a été emporté, c'est-à-dire j'ai vu, alors ce qui s'appelle la mort à l'œuvre, alors là, ça, je l'ai vu. C'est-à-dire j'ai vu ce que c'est que la vie qui vous fauche en un an, c'est-à-dire qui détruit tout, qui bousille tout, qui annihile tout. Il y a quelque chose qui s'est arrêté là. Mais en même temps, il y a quelque chose qui a commencé là. C'est l'écriture. Souvent, dans mon travail d'écrivain, l'abandon, le vide, l'absence revient. Et particulièrement dans Journal intime. Ma mère, un jour, est tombée folle amoureuse d'un homme, elle est partie, et voilà. Et elle m'a laissé un petit peu derrière elle. Je me suis retrouvée vivre, voilà, en tête-à-tête avec cet homme que je connaissais pas très bien, qui avait fait sa vie, sa carrière, qui s'était beaucoup consacré à sa réussite et aux femmes. Donc je me retrouvais à vivre avec quelqu'un d'un peu inconnu. Mon père parlait très peu de lui, racontait beaucoup de choses, me parlait beaucoup de sa vie en général, mais parlait peu de lui. Et quand j'ai eu le projet d'écrire Les Fleurs du Silence, ça me paraissait impossible de le faire après sa mort. Il était déjà très âgé, mais je me disais, si j'écris un jour un livre sur lui, je voudrais qu'il le lise. Alors c'est drôle parce qu'au début du livre, je le fais mourir, ce qui est assez gonflé, parce qu'il était tout à fait en vie et très en forme. Mais j'ai eu l'impression, justement, parce qu'on était dans un rapport si silencieux, que si, au début du livre, je ne l'allongeais pas sur son lit de mort, je n'allais pas réussir à écrire et à lui dire tout ce que j'avais à lui dire. C'était Maurice Reims, donc, qui était commissaire-priseur, après qui était devenu écrivain, romancier,
et qui était entrée à l'Académie française l'année de mes 17 ans, je crois. Ma sœur, c'est quelqu'un d'extraordinaire, pour qui j'ai une admiration énorme. Je l'ai vue démarrer, réussir extraordinairement. Oui, c'est vraiment elle qui m'a fait découvrir la photographie. Et puis Claude m'a beaucoup appris aussi sur la photographie. Il y a très très peu de photos chez moi. En tout cas, il n'y a pas de photos de gens véritablement vivants. Il y a mon père et mon frère parce que la photo fige. Alors ces photos post-mortem, je les collectionne depuis des années parce que je trouve que c'est un instant absolument magique et fugitif. C'est le passage juste où la mort vient d'arriver, où l'être est encore visible, mais il est déjà plus là. Et c'est le stade avant l'ensevelissement ou la crémation, c'est avant la disparition du corps. Pour moi, la photographie, c'est une forme de fixité qui s'apparenterait à quelque chose de proche de la mort, en effet. Donc les gens vivants, j'ai pas trop de photos parce que ils sont dans... Ils ont leur banque de données dans ma tête, en fait. Là, sinon, bon, Louis et Maurice, voilà, ils sont là parce qu'ils sont plus là. Quelque chose alors en moi de mort. Ça déjà c'est quelque chose dont je suis sûre, c'est que le désir d'enfant ne m'est pas venu. Pourquoi le départ de ma mère, la mort de mon frère, j'en sais rien. Quand vous avez un enfant, vous êtes assigné d'une certaine façon à regarder l'avenir, à voir plus loin, à se projeter. Je n'arrive absolument pas à envisager quoi que ce soit de l'ordre même de ce qui va se passer demain. C'est comme s'il y avait un mur. Mais ça ne m'empêche pas de vivre. Hein. Mais pour moi, l'idée de se projeter comme ça à travers un enfant, c'est un défi au destin que je me suis sentie incapable d'accomplir, tout simplement. Ce soir, notre performance sera assurée par Max Boublil pour son spectacle. Max Boublil prend la grande comédie. Alors bien sûr, on sent bien la référence à cette fameuse chanson qui a en 2007 explosé. Ce soir, tu vas prendre. Alors qu'est-ce que ça fait de pouvoir porter ça après? Le jeu de mots est un petit peu, il commence à être un petit peu lourd. Mais pourquoi pas, au moins tout de suite c'est identifié. C'est vrai qu'on joue sur le mot prendre. Il y a un moment où on pourra arrêter peut-être. Voilà, on va arrêter de prendre. Hein, on va arrêter de prendre. Alors on peut quand même prendre des dates. Hein, oui. En l'occurrence, Max Boublil à la Grande Comédie jusqu'au 3 novembre. La Cigale, fin décembre. Renseignez-vous, vous saurez les dates un petit peu plus tard. Voilà. Alors Max Boublil, on ne connaît pas grand-chose. On sait que vous avez été un cancre. Puis après, il y a un grand tout noir. On ne sait pas votre formation, ce que vous avez fait. Et c'est secret, quoi. Non, il n'y a rien de secret, il n'y a rien de caché. En fait, moi, j'ai toujours rêvé de la scène. J'avais toujours cette envie du one-man show. Après, pour vivre, j'ai fait pas mal de téléfilms, des trucs comme ça à côté. Des pubs. Des pubs. Et à côté de ça, j'écrivais ce spectacle, j'écrivais mes vannes un peu dans mon coin. J'aimais la vanne, j'aimais déconner et tout, mais il me manquait une structure. Ouais. Et c'est la rencontre avec mon pote Anthony Marciano, qui est l'auteur du spectacle, qui met en scène. Et c'est lui qui m'a donné la structure et qui m'a donné le courage d'y aller, quoi. Alors la structure générale, on peut dire elle est assez simple, hein. C'est un mec qui parle de mecs à ses potes et qui parle de femmes, de drague. C'est ça, ça parle de... C'est exactement ça. Ah, c'est très drague, hein, quand même, hein, très... comment on fait avec les filles directement, ouais. Ouais, je parle des sujets qui me touchent. C'est vrai quand on est jeune et qu'on habite dans une grande ville ou même partout, tu me diras, quand on est jeune, c'est quand même le sujet qui nous occupe le plus la tête. Moi, depuis que j'ai 15 ans, c'est quand même un truc qui m'obsède. Oui, on sent, on voit les yeux là. Non, mais c'est sûr que c'est un truc super important dans l'adolescence. Et ouais, donc je parle beaucoup de ça, mais je parle aussi des compagnies low cost, je parle des flics. Absolument. C'est une compagnie qu'on n'a pas tellement envie d'emprunter. Alors d'autres thèmes. Alors il y a cette compagnie low cost, effectivement. Et d'autres encore. Il y a les filles chopées sur Mythique. Oui. Je pense
pense que c'est super important dans notre société actuelle parce que Mythique, ça occupe une part importante chez les célibataires. Donc c'était un sujet que j'avais envie de traiter. Qui se cache derrière les... voilà. Ah ouais, c'est ça. Qui se cache derrière les descriptions? Pourquoi elles mettent tellement de descriptions? Qu'est-ce qu'elles croient? Pourquoi elles mettent plat préféré, film préféré? Elles pensent qu'on va tomber amoureux d'une description, alors qu'évidemment, c'est hypocrite parce que les mecs, ils regardent avant tout les photos, quoi. Alors qu'est-ce qu'il y a encore comme autre type de sketch qu'on va trouver On va trouver un truc sur Internet, parce que Internet c'est très important pour moi, c'est ce qui m'a fait découvrir. 1 million d'internautes, c'est ça? Ouais, pour la chanson, 2007, c'est mortel. C'était le but, hein. Le but c'était de mettre cette chanson pour faire parler du spectacle, et c'est ce que ça a fait. Oui, mais ça a fait plus belle la vie. Parce qu'il y a... je sais pas, puisqu'on est sur France Télévisions. Non, France Télévisions, dans famille. Une petite raillerie sur plus belle la vie. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que rien n'est fait avec méchanceté. Voilà, c'est pas mon truc. J'ai envie de rire avec le public comme si c'était mes potes. Voilà, bon, alors vos potes sont là, justement ça tombe bien ce soir. Alors qu'est-ce que vous proposez de faire un extrait donc de votre spectacle? Ouais, Max, pourquoi pas. Et si je montais sur le comptoir? Eh bien écoutez, ça nous ferait plaisir. Max Boublil. Ah, merci les gars. Ça va, vous passez un bon moment? Je voudrais dire déjà que ça me fait drôle de faire un sketch à la télé. Parce que moi, je regarde jamais la télé. Enfin, si, je regarde les pubs. Et ils se foutent de notre gueule, les publicitaires. Vous avez vu les pubs pour les produits qui nettoient les éviers? Tu sais, quand la ménagère, au début de la pub, elle te montre l'état de son évier avant qu'elle y ait mis le produit. Moi, je veux bien qu'il s'y soit mis à 25 pour vomir dedans. Mais là, toute la famille, ça n'a pas pu suffire. Il a fallu qu'ils appellent tous les voisins, voire tout le quartier. Hello! Voilà, je vous explique le topo. On tourne une pub dans 15 jours. Alors, si vous voulez bien tous venir chier dans notre évier, comme ça aura le temps de sécher. Merci. Moi, je vais vous dire, ma pub préférée, ma petite pépite, c'est la pub pour les produits laitiers. Vous vous souvenez ou pas des sensations pures? Elle est pas fantastique, celle-là? Le couple qui essaie de se draguer, un en bouffant du fromage, l'autre en buvant du lait. D'ailleurs, il s'en met un peu plein la gueule au passage. Faut juste m'expliquer sur quelle planète on chope des meufs avec du coulommiers et du vieux pané, parce que moi je connais pas. Je suis désolé, sur toi que ça tombe. En même temps, c'est un plaisir. Attends, je branche la machine à raclette. Mais ils se foutent de notre gueule, les publicitaires. Vous avez vu maintenant tous les trucs, tous les jingles, ils te les mettent en musique, tous les slogans, ils te les mettent en musique. Même les trucs super improbables, du genre assureté, un accident de la vie, et si vite arrivé, assureté, votre assurance décès, invalidité. C'est des vrais musiciens qui font ça. Et si c'est des vrais musiciens, où est-ce qu'ils puisent dans l'inspiration, les mecs? Est-ce qu'ils partent s'exiler 3 mois dans une maison de campagne? Tu sais, ils ramassent leur guitare au coin d'un petit feu de bois. C'est pas mal, ça. Le monsieur de chez Peugeot a quelque chose à vous dire. Oh, la puissance. Voilà, c'était tout pour moi, merci beaucoup. Max Boublil. Si vous voulez en savoir plus, il faut aller voir Max Boublil prend à la Grande Comédie. Merci. Alors la Grande Comédie jusqu'au 3 novembre et à la Cigale jusqu'à fin décembre. Max Boublil, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Alors pour Café Picouli, c'est terminé ce soir. Alors si Café Picouli vous manque ou si vous avez manqué Café Picouli, vous pouvez le retrouver toute la semaine sur france5.fr. Sinon, vendredi, même heure. Bonsoir. Il est où, Picouli?